Monsieur Maurice Larocher, êtes-vous toujours de droite? Je suis sans étiquette. Je me suis présenté aux élections sénatoriales en septembre dernier sans étiquette. Les convictions rejoignent celles qui sont actuellement développées au niveau national comme au niveau local par les formations qui sont dans l'opposition par rapport au gouvernement et par rapport aux majorités actuellement au pouvoir à la Martinique. Alors oui, on peut dire que je suis de droite à condition qu'on ait la possibilité de définir ce que c'est que d'être à droite, que d'être à gauche. Personnellement, je distingue simplement les gens qui sont partisans d'un certain progrès économique, social, individuel, de ceux qui sont des conservateurs. Et je considère qu'aujourd'hui, la gauche est principalement composée de conservateurs. On a du mal à imaginer aujourd'hui que la droite martiniquaise représente une alternative crédible de notre paysage politique. Quel est votre avis? Oui, disons que les idées de droite, pour reprendre ce vocabulaire un peu facile, l'ont emporté aussi bien localement qu'au niveau national et international. C'était quoi les idées de droite? Eh bien, c'était que l'économie de marché est une économie techniquement supérieure à l'économie socialiste, collectivisée. Et ce qui se constate au niveau mondial, eh bien, c'est que partout, les peuples ont rejeté les économies collectivisées et socialistes. Et localement, aujourd'hui, à la Martinique, on va constater que plusieurs consultations ont eu lieu. Il y en a eu une en 2003, deux en 2010. Eh bien, le débat a été tranché. Les Martiniquais, à 80%, sont désireux de continuer leur évolution dans l'ensemble français en rejetant toute idée d'autonomie, voire d'indépendance. Ce qui ne veut pas dire que la Martinique n'a pas besoin d'une décentralisation plus forte que celle qu'elle a aujourd'hui, à condition de bien la gérer. Ce que je veux dire en passant, c'est que nous vivons un paradoxe. Les gens qui, à la Martinique, revendiquent l'autonomie ou l'indépendance, eh bien, se sont montrés incapables d'utiliser les compétences que la décentralisation leur a confiées. Et à droite, il y a au contraire un nombre de personnes qui ont véritablement l'habitude des responsabilités, du risque, des investissements, et ce sont des gens qui, globalement, sont opposés à toute idée de très large décentralisation. Donc il y a là un paradoxe, et je pense pour ma part qu'il faut travailler à réduire ce paradoxe, à faire en sorte que les Martiniquais de progrès et de changement se retrouvent ensemble, qu'ils soient catalogués de droite ou de gauche, et qu'on laisse de côté ceux conservateurs qui sont majoritairement à gauche aujourd'hui, mais il y en a également à droite. Selon vous, quelles épaules pour être le champion de la droite? Oh, je crois que le problème ne se pose plus en termes d'individus, mais en termes d'équipe. Disons que lorsque les problèmes réels de la Martinique seront effectivement posés, c'est-à-dire quand on aura abordé les problèmes de chômage, notamment les problèmes de transport, etc., on constatera qu'il y a des solutions qui viennent de certaines équipes et des solutions qui ne viennent pas d'autres équipes. Regardons une chose, c'est que ceux qui nous dirigent depuis une trentaine d'années, depuis la décentralisation, ils n'ont pas réussi et à mon avis, ils n'ont aucune chance de réussir le développement de la Martinique pour trois raisons principalement. La première, c'est qu'ils n'ont pas une relation apaisée avec la France. Ils se demandent matin, midi et soir s'ils sont français, s'ils sont martiniquais, s'il ne faut pas l'autonomie, s'il ne faut pas l'indépendance. Ça, c'est un premier verrou qu'il y a dans leur tête. Le deuxième verrou qu'il y a également dans leur tête, c'est le verrou de la relation avec l'entreprise. Ce sont pour la plupart d'entre eux des gens qui ont une formation de type marxiste et qui se méfient de l'entreprise, qui se méfient de l'entrepreneur, qui se méfient du profit. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager de développer un pays quel qu'il soit sans avoir une relation, je dirais, apaisée avec l'entreprise. Et le troisième verrou, qui est peut-être le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Disons qu'ils sont toujours en train de se demander s'ils sont capables. Moi, je suis de ceux qui pensent que les Martiniquais sont capables de faire beaucoup de choses. Ils le prouvent tous les jours dans leur vie quotidienne individuelle, ils le prouvent dans le monde entier, et il nous faut absolument abandonner tout complexe d'infériorité vis-à-vis de qui que ce soit. Quand vous dites que nos politiques de gauche sont conservateurs, pourriez-vous mieux vous expliquer?
Oui, disons que lorsque vous voyez l'évolution des problèmes économiques martiniquais, par exemple, hein, ce sont des problèmes sur lesquels travailler longtemps, eh bien, on n'a jamais vu, depuis 30 ans, proposer des alternatives aux structures économiques que nous connaissons aujourd'hui. Prenons le cas de la banane, eh bien, la banane, ça fait plus de 25 ans que l'Europe dit aux producteurs martiniquais et aux élus martiniquais envisager une reconversion. Eh bien, on a été conservateur là, on n'a pas du tout fait la reconversion qui était souhaitable. En matière d'urbanisme, regardez l'état de l'urbanisme dans la plupart des villes de la Martinique. Bien sûr, je ne dis pas du tout que rien n'ait été fait, mais il y a encore des quartiers qui ressemblent vraiment à ce qu'ils étaient quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a des dizaines d'années. On n'a pas fait ce qu'il fallait. De même en matière de tourisme, la défiscalisation a permis de réaliser un certain volume d'investissement, mais en fait, le produit touristique martiniquais n'a pas du tout été renouvelé. La seule expérience significative qui était faite n'a pas trouvé sur place le soutien dont on aurait eu besoin. C'était le sous-marin de la baie de Saint-Pierre, mais à part ça, vous n'avez pas vu d'innovation en matière de développement touristique, parce que le produit touristique est quelque chose qui doit évoluer, qui ne doit pas rester à l'état de cueillette dans lequel elle est à la Martinique depuis de longues années. Donc c'est ce qui me conduit à dire qu'on est véritablement, enfin que ceux qui nous dirigent sont véritablement des conservateurs et qu'ils n'ont pas insufflé, en plus, insufflé un souffle nouveau. En plus, quand vous regardez la situation, même sous l'angle institutionnel, depuis la décentralisation, il y a eu en 59, en 1960 plus exactement, après l'événement de 59, des décrets d'avril 60 qui ont permis aux Martiniquais de donner leur avis sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire sur les lois en réalité qui étaient votées au niveau national. On n'a pas vu les élus martiniquais s'emparer de ces décrets d'avril 1960 pour proposer des évolutions. Et regardez, remarquez que lorsque en 2003, le gouvernement de M. Jacques Chirac a proposé qu'il y ait une consultation pour voir si on allait vers une collectivité unique, ceux-là même qui parlaient depuis fort longtemps d'autonomie ne se sont pas du tout mobilisés pour le succès de cette consultation. Il a fallu qu'un autre gouvernement de droite, celui de M. Sarkozy, quelques années après, revienne à 2 reprises sur le sujet pour qu'enfin le principe d'une collectivité unique soit adopté par une majorité de Martiniquais. Ça faisait tout simplement 30 ans qu'on en parlait. Quelle analyse faites-vous des actions économiques de ce gouvernement ? Bien, le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir avec une négation de la gravité de la crise. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas du tout surpris que le peu qu'il a annoncé ne soit pas du tout à la hauteur de la situation. La situation, c'est quoi? C'est qu'un certain nombre de pays qui étaient antérieurement des pays dits sous-développés, sont en train d'émerger. On les appelle d'ailleurs des pays émergents. Ce sont des pays où l'Occident s'approvisionnait en matière première, en hommes, de la manière la plus libre, et puis où l'Occident vendait sa production sans trop de difficultés. Aujourd'hui, ce sont des pays qui utilisent eux-mêmes leurs hommes, ils utilisent eux-mêmes leurs matières premières, et ils déversent leur production aussi bien sur leur propre marché que sur les marchés des pays industrialisés. Donc ce sont des concurrents. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui avoir une vision de l'évolution de la planète qui intègre ces choses-là. En plus, les problèmes de l'environnement deviennent de plus en plus obsessionnels, il faut les intégrer. Eh bien, quand vous regardez la politique qui est menée par l'actuel gouvernement, sa seule préoccupation, me semble-t-il, même si je caricature un peu, c'est de prendre de l'argent dans la poche de ceux qui en ont pour en mettre dans la poche de ceux qui n'en ont pas. Et on risque d'avoir, c'est pas qu'il faille être des idolâtres de l'argent, le fait que quelqu'un qui gagne plus d'1 million par an soit particulièrement imposé ne me choque pas. Mais il faut prendre garde à ne pas se limiter à cela, parce que celui qui paie des impôts, notamment celui qui paie beaucoup d'impôts, il veut bien en payer à condition qu'on lui explique l'utilisation rationnelle qui est faite des impôts qu'il paye. Et le problème numéro 1 aujourd'hui en France, auquel l'actuel gouvernement ne paraît pas décidé à s'attaquer, c'est bien le problème du rapport qualité-prix du secteur public. Aujourd'hui, on a un secteur public qui prélève 58% du produit intérieur brut. 58% du produit intérieur brut sont dépensés par le secteur public. Et les prestations ne sont pas au rendez-vous.
Si vous consultez quelqu'un qui a ses enfants à l'école, vous apercevez que les taux d'échec scolaire sont très importants. Chaque année en France, il y a 150 000 jeunes qui quittent le système d'enseignement sans diplôme, sans formation. Donc dans l'enseignement, même les enseignants sont malheureux. Regardez les conditions dans lesquelles la justice est rendue, les magistrats eux-mêmes sont malheureux et les justiciables ne sont pas satisfaits. Si vous regardez le domaine de la sécurité, eh bien les gendarmes, les policiers ne sont pas satisfaits et les citoyens ne considèrent pas qu'ils soient convenablement protégés. Donc nous avons un taux de prélèvement sur le produit intérieur brut qui est extrêmement élevé, le plus élevé du monde, d'après toutes les statistiques, mais avec des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Au fond, peu importe le montant qui est prélevé, à condition qu'en face, il y ait les résultats. Mais le montant prélevé en France est très élevé et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Or, je ne vois pas le gouvernement annoncer que des mesures de fond seront prises pour porter remède à ce problème. Je prends l'exemple de la fusion du département et de la région, dont la Martinique et la Guyane pourraient être les pionnières. Eh bien, la classe politique française en général, gauche comme droite confondue, et là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ceux qui se réclament de la droite et ceux qui se réclament de la gauche, eh bien, gauche comme droite confondue, ont refusé, mais carrément, qu'il y ait une fusion du département et de la région. De même, vous avez un débat en ce moment sur le cumul des mandats. Comment peut-on tolérer que les mêmes personnes restent dans les mêmes mandats à 4 ou 5 ou 6 élections différentes, c'est-à-dire pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans? Il y a forcément une usure qui se produit, et les socialistes avaient pris l'engagement que tous ceux d'entre eux qui avaient 2 mandats, en tout cas un mandat de parlementaire et un mandat de chef d'un exécutif local, allaient renoncer à ce mandat, à ce deuxième mandat. Eh bien, regardons si à la fin du mois de septembre, comme les y a invités d'ailleurs Mme Martine Aubry, ceux qui sont dans ce cas-là respecteront l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de leur propre parti. La collectivité unique dès 2014, êtes-vous pour ou contre? Je suis clairement favorable. J'ai voté oui en 2003, j'ai revoté oui en 2010 pour que nous ayons une collectivité unique dans le cadre de l'article 73. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument élémentaire. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire sans ça, parce que les deux collectivités peuvent travailler ensemble. Il faut avouer d'ailleurs que depuis quelques mois, elles ont commencé à travailler ensemble davantage qu'elles ne le faisaient. Mais il est impératif pour les économies, c'est-à-dire pour la poche des contribuables, qu'il y ait une seule collectivité avec un exécutif et une seule assemblée. C'est vraiment quelque chose d'utile, d'indispensable à la Martinique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de transparence. Aujourd'hui, interrogez 95% des Martiniquais, ils ne seront pas capables de vous dire qui est responsable de l'entretien des routes, de l'entretien des espaces collectifs qu'il y a, enfin de l'éducation, de la sécurité. Les gens ne sont pas au courant de la répartition des fonctions entre les 5 niveaux de collectivité qu'il y a en France. Donc si on veut que les lecteurs puissent savoir qui est responsable de quoi, il est urgent de simplifier ce qu'on appelle le millefeuille administratif français. Le chômage chez nous est structurel ou conjoncturel? Non, quand on a un taux de chômeurs de 25%, c'est que le chômage est structurel. Mais conjoncturellement, depuis la crise de 2009 et depuis la crise mondiale de 2008, eh bien, il se trouve encore aggravé. Mais c'est quelque chose de structurel, ça ne veut pas se dire que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et je considère que si on se mettait au travail, on pourrait très aisément surmonter, enfin faire diminuer le nombre de chômeurs. L'un des autres paradoxes qu'il y a aujourd'hui à la Martinique, c'est que d'un côté, il y ait tant de choses à faire, et de l'autre côté, tant de gens qui n'ont rien à faire. C'est un paradoxe. Il manque de transport, il manque de maisons, il manque d'accompagnement des jeunes, etc. Et la preuve, si vous voulez, par 9 de l'échec de ceux qui nous dirigent depuis 30 ans, c'est bien qu'un pays qui a tant d'atouts supporte en même temps tant de souffrances. C'est ça le scandale. Et si un pays qui a tant d'atouts supporte en même temps tant de souffrances, c'est bien parce qu'il est mal managé, mal gouverné. Est-ce que vous pourriez développer nos atouts? Eh bien, les atouts, c'est d'abord les hommes. Les Martiniquais, motivés, travaillent beaucoup, ils travaillent bien,
ils ont un niveau de formation moyen qui est supérieur à celui de bien des pays, et ils ont une capacité d'adaptation que peut-être l'histoire leur a léguée, qui est exceptionnelle. Et je dis que quand on regarde d'où nous venons et ce que nous faisons, si nous devions avoir un complexe, ça ne pourrait être qu'un complexe de supériorité. Ça, c'est le premier atout, les hommes et les femmes de la Martinique. Le deuxième atout, c'est notre positionnement géographique. Nous sommes à l'intersection de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Europe. Et ça nous permet d'être en relation avec les pays les plus actifs de la planète, en tout cas les plus importants de la planète aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'Europe globalement est un pays économiquement très important. Et donc ce positionnement à la fois géographique et puis politique, puisque nous sommes rattachés à l'Europe tout en étant près de l'Amérique, de la Caraïbe, etc., c'est une chance extraordinaire. C'est un positionnement exceptionnel. Bon, notre climat, ça nous permet d'avoir un temps qui conduit à ce que des gens puissent venir à la Martinique du 1er janvier au 31 décembre. Le fait que nous soyons entourés de mer, tout le monde le sait, la mer c'est vraiment la nouvelle frontière de demain. Le fait que nous soyons une île nous permet d'avoir une alimentation, la pêche, et puis d'avoir des possibilités d'énergie renouvelable, des possibilités d'avoir des nodules polymétalliques lorsqu'on aura le temps, les moyens de les exploiter. Bref, notre positionnement géographique et climatique en quelque sorte est quelque chose, c'est un atout considérable et qu'il faut respecter, qu'il faut exploiter. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Sur quoi faudrait-il mettre l'accent pour attirer un plus grand nombre de touristes chez nous? Oui, eh bien, pour le tourisme, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans la pratique, puisque j'ai pendant plusieurs années été le président d'un grand hôtel de la Martinique. Il faut d'abord une volonté. Hein, ça, c'est la première chose. Or, depuis 40 ans, 50 ans, les dirigeants de la Martinique n'ont cessé de vilipender le tourisme et de décourager ceux qui voudraient faire du développement touristique. Alors aujourd'hui, c'est de la pointe du bout des lèvres qu'on dit qu'il faut développer le tourisme. En réalité, il n'y a pas de véritable volonté de développer le tourisme. En deuxième lieu, il faut que nous mettions la main dans une rénovation de notre patrimoine touristique, à commencer par les lieux d'hébergement que sont les hôtels. Tout investisseur qui vient à la Martinique et qui voit dans quel état se trouve un certain nombre d'hôtels est évidemment découragé. Bon, il faut une qualité de service qui passe justement par une sorte de révision intellectuelle de notre perception du tourisme. Il faut qu'on n'ait pas l'impression d'être dans la servitude parce qu'on est dans le tourisme. Je rappelle que les pays les plus riches du monde, comme la Suisse, comme les États-Unis, comme l'Autriche, etc., sont des pays qui tirent une partie significative de leur richesse de l'activité touristique. Et puis, en dernier lieu, il faut organiser des événements qui permettent, enfin, qui donnent aux étrangers l'envie de venir participer à ces événements, comme le Tour des Yoles, par exemple, ou comme les festivals de la culture, mais des événements plus importants encore pour que davantage de gens puissent venir à la Martinique. Donc, c'est vraiment, il faut de la volonté, il faut un service, il faut des équipements, il faut des événements. Ce sont les 4 pieds sur lesquels le tourisme doit s'installer pour se développer. Malheureusement, on n'en est pas là. Et quand vous voyez sur le long terme les résultats du tourisme, ce sont des résultats qui ne sont pas satisfaisants du tout. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans la situation économique de notre île? Eh bien, le chômage. C'est clair que le fait qu'il y ait près de 50 000 personnes, dont une forte proportion de jeunes sans travail, c'est quelque chose de véritablement scandaleux, parce que c'est un gaspillage humain, c'est une insulte au respect de l'homme. Bon, donc, et en faisant ce qui est nécessaire, ce que les Martiniquais demandent, en l'organisant, eh bien, on pourrait mettre au travail énormément de Martiniquais et de Martiniquaises, aussi bien des personnes d'un certain âge, parce qu'on parle beaucoup du chômage des jeunes, mais il y a aussi beaucoup de gens de 40 ans, 45 ans, 50 ans qui sont au chômage et qui ont beaucoup de difficultés à s'occuper de temps en temps. Donc, le chômage et la précarité qui va avec, beaucoup de petites entreprises qui emploient 3-4 personnes sont en précarité totale. Vous avez des gens qui ne savent pas le matin ce qu'ils vont gagner le soir, ce qui donne quand même une inquiétude fondamentale. Et il ne faut pas s'étonner que la Martinique soit l'un des départements de France où le taux de stress est le plus important. Avouons qu'il y a une différence fondamentale entre celui qui, ayant passé un concours administratif à 22 ou 23 ans, sait
ce qu'il va gagner quand il aura 90 ans, et celui qui le matin ne sait pas combien il va gagner le soir. Donc l'entreprise, il est normal qu'elle prenne des risques et qu'elle les assume, mais s'il y avait un fonds d'activité économique, un dynamisme économique, avec des gens qui n'ont pas de problème avec l'État, avec des gens qui n'ont pas de problème avec l'entreprise, avec des gens qui n'ont pas de problème avec eux-mêmes, eh bien la Martinique se porterait beaucoup mieux. Donc il est temps qu'il y ait une alternance à la Martinique, parce qu'il y a un organisme qui s'appelle le Conseil régional, et qui est là pour organiser le développement économique, pour l'organiser, pas faire accorder des aides et puis ensuite les arrêter, pas pour aider tel investissement et puis ensuite arrêter. Il y a un job d'organisation du développement économique qui, depuis les années 80, n'a jamais été fait par le Conseil régional. Eh bien, la Martinique en paye aujourd'hui le prix, il faut le savoir. Vous regardez l'exemple du TCSP, qui est un investissement commencé depuis combien de temps, qui va aboutir on ne sait dans combien de temps, qui aura coûté quelque chose comme 350 millions d'euros. Vous savez que l'Europe a donné beaucoup moins de subventions qu'elle n'aurait pu en donner si nous n'avions pas perdu tout le temps que nous avons perdu. Et puis quel sera le résultat? Eh bien ce sera d'avoir quelques autobus, une vingtaine d'autobus mesurant un peu plus de 20 mètres chacun d'entre eux et qui vont desservir entre Fort-de-France et le Lamentin, mais ni Saint-Joseph ni Schellcher ne sont aujourd'hui concernés par le TCSP. De même, le seul fait d'avoir pris cette orientation TCSP est discutable, parce que c'est déjà une région de la Martinique qui attire spontanément énormément de monde. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre le paquet, entre guillemets, sur le nord, pour que les communications soient plus faciles entre le nord et le nord, et entre le nord et le reste du département? Donc il y a eu là des choix à certains moments qui ne sont pas les meilleurs, qui coûtent très cher et qui enfoncent la Martinique dans ses difficultés. Pour qu'il y ait un vrai programme d'organisation du transport, il faudrait que ce programme concerne l'ensemble de la Martinique, c'est-à-dire depuis Gand-Rivière jusqu'à Sainte-Anne, et que toutes les communes, le département, la région, l'État se mettent enfin autour d'une table, avec les professionnels naturellement, pour concevoir ce système de transport en commun. Il n'y a pas de développement économique d'un pays si le transport n'est pas convenablement organisé. Donc c'est un des jobs absolument impérieux qu'il faut faire. Je rappelle que la loi d'orientation sur le transport interurbain date de 1982. C'était l'une des premières lois de décentralisation. Ça veut dire tout simplement qu'il y a 30 ans que nous aurions dû avoir commencé au moins à régler ce problème. Il y a eu toutes sortes d'alibis portant sur le nombre d'autorités, portant sur les pouvoirs donnés par la loi au Conseil général, autant d'alibis qui ont conduit les Martiniquais d'une part à perdre beaucoup de temps sur les transports et puis demain à payer beaucoup plus cher. Parce que quand vous faites un investissement avec 60 ou 70% de subventions, ce n'est pas la même chose que de le faire avec 40% de subventions. Donc lorsqu'on s'arrange à cause des délais pour ne pas faire l'investissement dans les délais, enfin dans les temps qui auraient été nécessaires, eh bien ça a des conséquences très précises sur les finances du département, de la région et donc des Martiniquais. Voilà, vous savez sans doute qu'à un moment, il y a quelques années de ça, la Martinique s'est permis le luxe de présenter à l'Union européenne 2 projets de tracé pour le TCSP. La région avait son projet, le département avait son projet. Il a fallu que l'Europe dise « mais enfin ce n'est pas sérieux, on ne peut pas examiner 2 projets, de tracés pour le même projet, il faut que vous vous mettiez d'accord ». Et puis à ce moment-là, on a créé le syndicat pour le TCSP, mais jusqu'à présent, ce qui est envisagé ne résout pas véritablement le problème du transport interurbain à la Martinique. Dans les Hexagones, les banques vont souvent vers les clients afin de les attirer. Oui. En Martinique, c'est pratiquement le client qui supplie la banque. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a là un problème qui s'explique un petit peu par les difficultés économiques du pays. Disons que les banquiers ont recensé un taux d'impayé auprès de leurs clients à certains moments qui était 2 fois, 3 fois inférieur au taux d'impayé dans l'Hexagone. Donc en plus, c'est assez logique, quand vous avez un pays dans lequel le taux de chômage est aussi important,
il n'est pas étonnant que les banques ne cherchent pas à faire venir dans leur guichet des personnes dont l'encours moyen des ressources n'est pas très élevé. Elles n'ont pas toutes compris que parfois les personnes qui ont des revenus modestes sont de meilleures clientes que les personnes qui ont des revenus plus élevés. Alors, de même qu'il y a une pédagogie à faire auprès des clients des banques pour leur apprendre à optimiser leurs relations avec la banque, il y a aussi une pédagogie à faire envers les banquiers pour leur expliquer ce que c'est à la Martinique qu'un bon client. Et le bon client n'est pas nécessairement celui qui a les meilleurs revenus. Il y a une forte demande de logement en Martinique. Vous qui avez été président de la SMHLM de 1989 à 2001, que proposez-vous pour réduire la demande? Eh bien, la meilleure manière de réduire la demande, c'est évidemment de produire davantage. En 2011, on n'a produit que 600 logements HLM à la Martinique. Il y a quelques années, on produisait 1600, 2000 logements HLM à la Martinique. Donc, il y a une inactivité, mais tout à fait surprenante et à mon avis choquante, de plusieurs sociétés d'HLM. Alors, les chiffres de 2012 sont en augmentation par rapport à ceux de 2011. On devrait parvenir à un chiffre de l'ordre de 1000 ou 1200 logements. Mais on reste tout à fait en dessous de ce qui serait nécessaire. Et c'est d'autant plus important que d'une part le logement produirait des emplois et que d'autre part ça permettrait des décohabitations allant vers la fin de certaines promiscuités. Quand vous allez dans certains quartiers de la Martinique, vous voyez des maisons dans lesquelles 3 générations, voire 4 générations cohabitent. Et cette promiscuité n'est ni favorable au niveau du travail scolaire des enfants, ni favorable au niveau de la moralité. Parce que les enfants sont trop mêlés à la vie intime des parents. Donc de ce côté-là, la réponse elle est claire. Pour que la demande diminue, il faut qu'on construise beaucoup plus de logements. Pour construire davantage de logements, il faut que les maires se mobilisent, que les organismes d'HLM se mobilisent et qu'au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, les crédits soient mis en place dans des délais convenables. Mais ce n'est pas de là que vient le problème, ce n'est pas de l'absence de crédit, ce n'est pas de l'absence d'opérateurs fonciers, ce n'est pas de l'absence de l'insuffisance de la ligne budgétaire unique, contrairement à ce qu'on entend dire. En réalité, ce sont les responsables locaux qui ne se mobilisent pas suffisamment depuis plusieurs années pour construire au moins 1500 ou 2000 logements par an dont on a besoin. Je rappelle qu'il y a autour de 50 000 personnes à la Martinique qui ne sont pas logées dans des conditions correctes. Donc il y a du pain sur la planche. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Non, ce que je veux simplement rajouter, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ce pays a trop d'atouts pour supporter tant de souffrances. Si ce pays supporte tant de souffrances, c'est qu'il n'est pas suffisamment bien dirigé. Il est dirigé par des personnes qui ont des verrous, des blocages dans la tête vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis d'eux-mêmes. Eh bien, si ce sont les mêmes équipes qui restent au pouvoir, la Martinique n'a aucune chance de s'en sortir. Il est temps qu'il y ait une alternance politique à la Martinique.